Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 octobre 2025 et notre ami Andrei Martianov est de retour parmi nous depuis Seattle, aux États-Unis. Bienvenue Andrei. Avec plaisir, merci. Andrei, commençons par les dernières nouvelles concernant le missile Burevestnik, le nouveau, vous savez, celui à propulsion nucléaire, et l'autre, c'est le Poséidon. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Pardonnez-moi, oui, vous le prononcez correctement. Il s'appelle Poséidon. Les deux sont à propulsion nucléaire. L'autre aspect assez étonnant, c'est que Poutine a déclaré que cette nouvelle technologie pouvait être utilisée à des fins civiles, notamment dans les programmes spatiaux. Que pouvons-nous apprendre de ces nouvelles avancées en Russie annoncées par le président russe? Eh bien, ce que nous savons jusqu'à présent, que Vladimir Poutine a révélé lors de sa conversation avec des soldats blessés à l'hôpital, c'est qu'il s'agit d'un réacteur miniature de classe mégawatt. Il affirme qu'il a presque la même puissance qu'un réacteur de sous-marin. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est le cas, c'est stupéfiant. Même si ce ne l'est pas, cela reste impressionnant, car n'importe quel sous-marin nucléaire dans le monde est capable d'alimenter, avec son propre réacteur, une ville d'environ 100 000 habitants. C'est dire la puissance de ces réacteurs. Bien sûr, ils sont grands, pas gigantesques, mais tout de même des systèmes importants qui occupent beaucoup d'espace dans un sous-marin. Et si vous regardez par exemple les réacteurs nucléaires des brise-glaces nucléaires russes, ce sont de grandes installations. Et puis soudainement, comme il l'a déclaré, on les rend 1000 fois plus petits. C'est stupéfiant. En gros, on prend ce dispositif et on le fixe sur un missile de croisière ordinaire, capable d'aller à vitesse supersonique, même Mach 1,1, ce qui a été confirmé, environ 1300 km/h. Et il peut rester en vol indéfiniment, en quelque sorte. Quant à Poséidon, c'est une toute autre histoire. Poséidon est un drone sous-marin. On ne peut pas l'intercepter. Il se déplace à plus de 100 nœuds. Il n'existe aucune torpille, ni aucune arme capable de l'arrêter. Et il est en réalité assez silencieux. Donc, cet engin transporte une ogive de type énergétique de plusieurs mégatonnes. Il peut aussi emporter plusieurs tonnes d'explosifs conventionnels, et cela change complètement la guerre navale, tout comme les armes hypersoniques. Mais le but du Poséidon, c'est que même si on l'entend ou qu'on le détecte d'une manière ou d'une autre, on ne pourra rien y faire. Il est manœuvrable, il est grand, et les sous-marins de la classe Belgorod en transportent 6. Ils sont vraiment énormes, environ 20 mètres de long. Il possède une ogive nucléaire d'une mégatonne et est capable de créer un tsunami près du littoral. Certains disent qu'il pourrait atteindre 300 mètres de haut, d'autres parlent d'une centaine. Peu importe, c'est terrifiant, non? Je veux dire, tu peux imaginer ça? Ils ont dit que c'était une sorte de chose à base de cobalt utilisée là-bas, ce qui rend le territoire inhabitable pendant des siècles par la suite. C'est l'arme de l'apocalypse, destinée à anéantir quiconque pense pouvoir contrôler le monde. Et on ne peut rien y faire, si par exemple, elle peut se glisser sous n'importe quelle arme à propulsion nucléaire ou porte-avions et le faire exploser hors de l'eau sans même utiliser d'armes nucléaires, simplement en faisant exploser les nombreuses tonnes d'explosifs conventionnels. Mais le Burevestnik, c'est tout autre chose, car soudainement, on dispose d'un petit réacteur que l'on peut installer dans un engin spatial. Et cet engin peut alimenter un ensemble de moteurs à plasma, lui permettant de fonctionner et de voyager profondément dans le système solaire sans aucun problème lié à la source d'énergie. Et c'est, eh bien, il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne veux pas entrer, mais il dit ce genre de choses. Oh oui, c'est un missile nucléaire, le Burevestnik, évidemment. Et oui, nous avons l'électronique là-bas,
qui est totalement protégée contre les radiations. Il parlait aussi en avril à la MSUGTU, la célèbre école technique Bowman. Elle fait pâlir de jalousie toutes les autres universités technologiques du monde. Mais évidemment, elle n'est pas très bien classée, parce qu'elle ne produit pas, vous savez, toutes ces choses, comment dire, politiquement correctes. Et ils se contentent d'aller dans l'espace et de créer les meilleures armes. À part ça, ce sont juste des perdants, vous voyez. Donc, il parlait de la protection contre les radiations que l'on rencontre dans l'espace profond et des matériaux sur lesquels la Russie travaille pour y faire face. Et maintenant, il dit, oui, évidemment, ça suit un peu cela ici. Sans aucun doute, nous comprenons cela. Il n'est pas nécessaire de faire cela pour commencer. Ce n'est pas involontaire, enfin si ça l'est. Que puis-je dire? C'est une révolution technologique et nous assistons à une toute nouvelle économie du voyage spatial. Voilà. Que puis-je dire? Je veux dire, c'est juste que, évidemment, quiconque a suivi le Zeus ou la technologie nucléaire du ZEV sur laquelle la Russie travaille, ils ont dit 2030. Donc je pense que oui, 2030 sera le premier vol du prototype. Je le pense, car il est maintenant évident que la technologie a suffisamment mûri pour être appliquée à des usages civils et pas seulement militaires. Et oui, je veux dire, l'équilibre des forces a tellement changé que ce n'est même plus équitable pour l'Occident réuni. C'est pourquoi M. Trump a parlé de quoi a-t-il parlé déjà? Ah oui, du fait qu'il a mis à jour et modernisé les armes nucléaires américaines. Évidemment, les Russes avaient leur... Ils décident probablement de tuer des gens dans l'état-major général russe en racontant ces blagues. Ils rient tellement fort qu'ils finissent par avoir des hernies et toutes sortes d'autres, vous savez, choses dues à un rire hystérique. Alors, que puis-je dire? Mais oui, nous sommes dans un nouveau paradigme technologique. Les conséquences à long terme de tout cela seront équivalentes, en fait, à l'impact de la révolution industrielle. Et cela change tout en ce qui concerne les voyages spatiaux. Absolument. Et nous envisagerons des opérations minières sur ce qui sera disponible à ce moment-là, et cela change tout. Et puis soudainement, on peut réellement accélérer jusqu'à une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. On peut voyager jusqu'à 600 à 1000 km par seconde. Cela change tout, vous savez? Voilà, c'est comme ça. Lorsqu'il s'agit de ce type d'annonce du gouvernement russe et de Vladimir Poutine, beaucoup de gens se demandent quel est le message politique adressé à l'Occident. En réalité, on a demandé à Lavrov quelle avait été la réaction, et il a répondu « Ils sont tous restés silencieux ». Oui, ils sont silencieux. Eh bien, certains essaient de faire face. C'est difficile, évidemment. Et oui, je le dis sans arrêt, je suis juste infatigable. La prévision stratégique et le renseignement stratégique n'existent pas comme discipline dans l'ensemble de l'Occident. Point final. Ils n'existent tout simplement pas. Il y a des gens qui savent le faire. Certains d'entre eux, vous savez, le colonel Jacob, Larry Johnson, Scott Ritter, M. Alastair Crooke, tous ces gens qui ont les antécédents en renseignement et en affaires militaires, pour dire « Oh oui, c'est important, c'est incroyable ». Mais pour la plupart, oui, prenez n'importe quel membre moyen du Congrès ou sénateur américain. Ils sont bêtes comme leurs pieds, tu sais. Et c'est à peu près la même chose pour les généraux américains. Ceux qui comprennent quelque chose sont complètement compromis, car ils ont perdu toute intégrité. La seule chose qu'ils savent faire, c'est lécher les bottes au Capitole et à la Maison-Blanche. Et c'est encore plus vrai pour l'Europe, dont les élites politiques sont complètement dégénérées, ainsi que pour tous ceux qui les soutiennent réellement. Donc, peu importe le type de soutien qu'ils ont. Comme aujourd'hui, ah oui, Macron a 11% de soutien. Eh bien, vous l'avez élu triomphalement la dernière fois. C'est comme les gens qui m'accusent sans cesse. « Oh, tu as voté pour Trump. » Oui, j'ai voté pour Trump.
La seule raison pour laquelle j'ai voté pour Trump, en fait, il y en a deux. Je ne vais pas parler de la deuxième. Mais la première, c'est qu'avec Trump, nous avions une probabilité plus faible d'un échange nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Point final. Donc l'argument c'est « Oh, tu choisis quand même le moindre mal entre deux mots. » Oui, c'est vrai. Mais au moins, tu es en vie, d'accord? Si Kamala Harris avait gagné, on serait probablement déjà mort, tu vois? Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent « Oh, tu es un pro-Trump. » Non, je ne suis pas un pro-Trump. Je sais que ce type raconte n'importe quoi. Je l'ai toujours su. Mais oui, au moins, tu vois, on discute. Les Américains et les Russes discutent. Vous savez, cela ne s'est jamais produit auparavant. Alors, que puis-je dire? Ils ont du mal à encaisser maintenant, parce qu'ils n'ont rien à montrer qui s'approche même de ce niveau de technologie. Et ils ont déjà, eh bien, vous savez quoi? Je m'en inquiète depuis 2017. Franchement, j'en parle publiquement depuis 11 ans, en disant, les gars, vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes embarqués, avec tout ce coup du Maïdan et tout le reste. Mais on ne peut pas apprendre à un doctorant moderne de Georgetown qui lit l'histoire politique ou quelque chose du genre, qu'il ne sait rien. Ce sont des imbéciles, pour la plupart. Ils n'ont aucune idée. Donc, en gros, ils travaillent dans la Ivy League pour laver le cerveau des braves garçons et filles dans tous ces programmes de sciences humaines, simplement parce que c'est facile, tu vois, de les pousser vers leur élite politique, là où ils discutent essentiellement de la manière de voler les gens, de frauder la nation américaine, et tu sais, de lécher la botte d'Israël et d'autres donateurs. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ils ne savent rien. Et Trump est à peu près ce qu'il s'est révélé être. Il est pareil. Mais oui, il parle beaucoup d'humanité et tout ça. Il veut juste le prix Nobel de la paix. Bref, technologiquement, nous sommes dans un territoire complètement nouveau. Et cela a été confirmé. C'est maintenant opérationnel. Burevestnik, avec Poseidon, sont désormais en production en série. Et l'équilibre des forces est tel qu'il n'est même plus drôle d'en parler. André, tu sais comment le système fonctionne en Russie. Même dans l'armée, s'ils sentent que quelque chose ne va pas, ils en parlent, car les généraux et les colonels évoquent généralement la réalité de ce qui se passe. En ce qui concerne les États-Unis, comment vois-tu les choses? Parce qu'après tout, tu as dit que certains généraux savent vraiment ce qui se passe avec la puissance militaire des États-Unis, avec ce qui se déroule en Ukraine. Mais ils sont tellement timides à l'idée d'en parler. Tout tourne autour du politiquement correct. Il y a des limites à ce qu'ils peuvent dire, à ce qu'ils peuvent exprimer comme opinion. On dirait qu'ils se censurent eux-mêmes d'une certaine manière. Bien sûr que oui. Les militaires ne veulent pas franchir la limite entre ce qu'il est approprié de dire et la divulgation de secrets d'État majeurs. Et c'est compréhensible. Cela s'applique aussi bien aux Russes, aux Américains, aux Britanniques ou à quiconque. Le problème, c'est qu'il y a très peu de hauts gradés américains qui ne soient pas endoctrinés. Comme je l'ai mentionné il y a quelques jours, vous pouvez en trouver la référence sur mon blog, j'ai parlé avec Brandon Weichert, qui a été collaborateur au Congrès. Il est rédacteur en chef pour la sécurité nationale au magazine The National Interest, et il a également participé aux Jeux de guerre du Pentagone. Et il est clair que beaucoup de ces gens, a-t-il dit, nous avons vaincu la force bleue. Enfin, peu importe. Le lendemain, nous revenons, et ils ont tout réinitialisé, comme dans un jeu, tu sais, quand on a plusieurs vies. C'est juste ces gens-là. Et il a dit, tu sais d'où ils tirent leurs renseignements sur l'opération militaire spéciale? J'ai répondu, d'Ukraine.
Si un général ou un officier américain ne peut pas comprendre ni élaborer des informations avant même de développer des connaissances, ce qui est une toute autre histoire, et qui ne peut pas saisir la véracité ou la relation avec la réalité des modèles de combat, alors ce que tu as, c'est une armée avec du garbage in, garbage out. Et c'est pour ça que les États-Unis ne peuvent rien gagner. Et maintenant, c'est devenu conventionnel. C'est un tigre de papier. Et aujourd'hui, j'en ai parlé dans ma vidéo qui sera en ligne peu après qu'on ait terminé ici. Tu as ce type de NBC, un correspondant un peu mélodramatique, qui se promène à Moscou, montrant ses Bradley calcinés et tout le reste. Mec, même pour lui, après 38 mois, ou peu importe depuis combien de temps dure cette opération militaire spéciale, il ne comprend toujours pas que l'OTAN a été démilitarisée. Il n'y a littéralement plus d'armes sérieuses à donner à l'Ukraine. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ce sont des mortels. Tu as Trump, qui est, tu sais, un escroc de l'immobilier new-yorkais, pas un homme très cultivé. Il n'a pas lu beaucoup de livres dans sa vie, n'a pas beaucoup étudié, et c'est évidemment un homme de spectacle. Et s'il regarde Fox News, qu'attendez-vous? Ils sont incapables de comprendre ce qui se passe. Et puis encore une fois, il y a toute une génération d'hommes politiques américains qui sont stupides. Littéralement stupides. Regardez-les. Ce sont principalement des avocats. Ils savent comment rester élus. Ils savent comment faire de la politique sans aucune conséquence pour eux-mêmes. Ils sont totalement corrompus, pour la plupart en tout cas. Donc oui, le système est en train de se dévorer lui-même. Et c'est fini. Tout le monde adore ça, en gros. Ce que Trump fait au pays, il ne le comprend pas. Il se ridiculise. Il ridiculise les États-Unis. Il n'en a aucune conscience, parce que c'est un homme narcissique et profondément inculte. Et puis, vous avez encore une bande de journalistes occidentaux, moyens, issus des médias établis. CNN, The Wall Street Journal, The New York Times. Ce sont, pour commencer, des organismes unicellulaires, et ce sont des criminels de guerre pour la plupart. Ils poussaient cela, tu sais. Rachel Maddow est une criminelle de guerre, tu sais, tout comme ces gens-là. Ils diffusaient toutes ces histoires qui ont complètement détruit non seulement l'Ukraine, et ils ne comprennent pas. Non. Une personne du New York Times, de NBC, de CNN ou de la BBC n'a aucune idée, aucune compréhension de ce qui, par exemple, est arrivé à l'Ukraine à cause de cela. Ils n'ont aucune humanité. Ils n'ont aucun point de référence parce que les États-Unis ne savent pas ce qu'est la guerre. Le Pentagone ne sait pas ce qu'est une vraie guerre. Et maintenant, ils regardent les chiffres. Il y a quoi? 2 millions de morts du côté ukrainien, multipliés par 2? Les États-Unis ne pourraient pas supporter cela. Ils s'effondreraient. 56 000 morts en 10 ans. André, tu m'entends? Shazam. Oui. Donc, c'est la CIA qui interfère avec notre émission. Quand on regarde cela, ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Demandez à n'importe quel officier américain. Comprend-il ce que cela signifie de se battre quand son unité, sans même parler de sa formation, a perdu 50% de ses effectifs? Ils n'ont pas cette expérience. Ils ne comprennent pas ce qu'est la guerre. Aucun d'entre eux. Tout ce qu'on enseigne dans ces académies militaires aux États-Unis, c'est pratiquement n'importe quoi sur le plan tactique et opérationnel. En conséquence, on se retrouve avec des officiers qui ne savent pratiquement rien. Et il y a tout ce milieu culturel, et ces gens, ils n'ont pas de repères, si ce n'est que beaucoup d'entre eux ont perdu toute intégrité humaine, tout honneur, toute décence, tout cela. Ce sont juste des prostituées, pour ainsi dire, littéralement, y compris au sens propre. Il y en a tellement qui offriraient des services sexuels simplement pour une promotion ou des choses de ce genre. Voilà donc ce que nous avons. Une civilisation entière en pleine implosion. Nous vivons à l'intérieur de ce processus.
Et maintenant, soudainement, de nouvelles impulsions apparaissent. Et il y a la dimension technologique, qui agit comme un marteau. Elle s'abat sur eux. En conséquence, on a Trump qui se comporte essentiellement comme un clone. Il ment tout le temps. Vous savez, comme hier, quand il a dit que les États-Unis possédaient le plus grand arsenal nucléaire, ce qui est manifestement faux. Mais bon, peu importe. Voilà où nous en sommes. La civilisation est finie. Il ne reste plus qu'à organiser les choses de manière à ce que l'humanité, la civilisation humaine, survive. Andrei, Poutine a déclaré que le Sarmat serait bientôt mis en service opérationnel. Que savons-nous du Sarmat? Et quel type de changement ce missile pourrait-il apporter? C'est un missile de croisière, Andrei. Non, c'est intercontinental. Enfin, pas exactement. C'est un missile balistique mondial. La seule raison pour laquelle il dit qu'il entre en service maintenant, c'est que le premier régiment de Sarmat est déjà prêt. Il joue simplement sur les mots, puisque le déploiement a été légèrement retardé. Maintenant, ils vont être déployés, et cela se produira littéralement dans les semaines à venir. Les premiers Sarmat sont déjà pratiquement en service de combat. Ce missile possède une capacité qu'ils appellent bombardement orbital. En réalité, c'est un peu plus que cela. Il dispose de ce qu'on appelle un armement énergétique, ou une capacité énergétique. Il peut littéralement faire le tour du monde. Il a une portée illimitée. Dans ce cas, il peut être lancé depuis la Sibérie, par exemple, et ne pas survoler le pôle Nord. Il peut passer par le pôle Sud, au-dessus de l'Antarctique. Il peut transporter jusqu'à 10 ogives, y compris toutes sortes de leurres et d'autres dispositifs. Le pire pour les États-Unis et l'OTAN, c'est qu'il peut en réalité emporter jusqu'à 10 blocs hypersoniques manœuvrants. Et nous savons qu'il peut en transporter jusqu'à 3 ou 4, non, 3 à coup sûr, jusqu'à 4, avant-garde, qui est lui-même global. Donc il peut faire le tour du monde. Et que pouvez-vous faire? Rien. Vous ne pouvez pas l'intercepter. Tu ne peux pas, c'est ce que je dis. Les États-Unis, oui, l'Asia Times a publié cet article. Le mythe de l'invulnérabilité du territoire américain a été brisé. Il a été brisé il y a longtemps. Je ne sais pas sous quelle pierre il vivait. Mais le fait est que oui, c'est bien ça. En gros, ça n'a aucune importance. D'abord, les États-Unis n'ont pas les technologies. Je ne parle même pas de l'Europe. L'Europe est insignifiante. Et oui, c'est fini. Les États-Unis ont maintenant non pas un, mais plusieurs canons pointés sur leur tempe et à l'arrière de leur tête, militairement. Et ils ne peuvent rien y faire. Il n'y a aucune défense. Ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas les capacités. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de bons ingénieurs. Il y a de bons ingénieurs aux États-Unis. Le problème, bien sûr, c'est la corruption politique au niveau politique et militaire. Parce que le complexe militaro-industriel américain n'a rien à voir avec la défense. Il s'agit de programmes d'emploi et de profit pour les actionnaires. Point final. C'est exactement cela. C'est pourquoi les armes américaines, eh bien, c'est un désastre. L'opération militaire spéciale a essentiellement révélé non seulement un retard technologique, mais aussi une faiblesse pratique et opérationnelle. Et je ne dirais pas que c'est terminé, mais cela m'inquiétait. Mon premier livre portait sur ce sujet. Les gars, vous devez comprendre dans quoi vous vous engagez, ce qui se passe dans le domaine technologique militaire. Ce sont des choses nouvelles. D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas, ce réacteur nucléaire miniature est aussi, pour ainsi dire, l'ouverture de la voie, la porte, vers des armes laser à haute mégawatts. Non, pas celle du genre, oui, on a un truc de 800 kilowatts qui, si on le braque sur un drone en plastique, le fait tomber. Ce n'est pas de ce type de laser que je parle. Je parle de laser capable de couper, et cela se produit déjà.
Si vous regardez, par exemple, l'industrie russe de l'extraction pétrolière, ils utilisent des lasers capables de couper de l'acier de 10 cm d'épaisseur à une distance de 200 mètres. Surtout, vous pouvez le vérifier, c'est partout. Et maintenant, soudainement, on obtient ce truc de classe mégawatt, et tout à coup, oh, il peut probablement découper. Eh bien, que puis-je dire? Il peut découper du blindage, et pas à 200 mètres, mais plutôt à 10 km. Alors, pouvez-vous imaginer de quoi nous parlons? Non, nous ne parlons pas de ces petits dispositifs qui abattent des drones, d'accord? Nous parlons de véritables lasers de combat capables de détruire des cibles dans les airs et au sol à des distances tout à fait respectables. Et c'est un nouveau paradigme. Cela a toujours été une question d'énergie. C'est une question d'énergie, et cela le restera toujours, ainsi que de capacité énergétique. Et nous y voilà, c'est ce que nous avons. Andrei, quelle est la situation à Kupiansk et à Pokrovsk? Il semble que la Russie progresse. Et ce qui est étonnant, c'est de voir le président russe sortir et dire que les Ukrainiens qui ne veulent pas se battre peuvent se rendre et qu'ils seront protégés par l'armée russe. On se demande ce qui se passe sur le champ de bataille pour que le président russe ressente le besoin d'en parler. Eh bien, d'abord, il faut comprendre que même si vous êtes dans les forces armées ukrainiennes et que vous voulez vous rendre, ce qui a été confirmé et corroboré depuis des années maintenant, vous allez être abattu, vous allez être tué. Vous ne pouvez le faire que dans des conditions très strictes d'anonymat et de clandestinité si vous voulez vous rendre. Sinon, vous serez abattu par des nazis, par tous ces animaux issus des cartels qui sont amenés là-bas, parce que, oui, c'est juste. Eh bien, et ce que Poutine a déclaré n'est essentiellement pas, à proprement parler, pour une raison humanitaire, bien qu'en partie oui, car comme l'a confirmé ce matin le ministère de la Défense, ce qu'ils font, c'est se cacher derrière des civils. Ils se réfugient dans des maisons partout, se cachent derrière des enfants et des femmes. C'est ce qu'ils font et ont toujours fait. Mais le point, c'est qu'il y a une bande d'imbéciles qui sont manifestement des fanatiques à Washington et en Europe. Ils disent « Oh non, il n'y a pas d'encerclement là-bas ». C'est alors que Poutine intervient et dit « Très bien, nous assurerons la sécurité de vos correspondants, de vos journalistes. » Vous savez, ces sous-humains, ces organismes unicellulaires sans honneur, des maniaques génocidaires, voilà ce qu'ils sont. C'est ce que représente la majeure partie du corps journalistique des médias établis en Occident. Et il dit, oui, allez-y, regardez, nous instaurerons un cessez-le-feu, une pause dans les combats, et nous vous garantirons la sécurité. Jusqu'à présent, personne n'a accepté l'offre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils devraient y aller. Et ils devraient soit continuer à mentir, ce qui est normal. Apparemment, c'est dans leur gène. Ils y sont génétiquement prédisposés. Sinon, ils sauront, ils ressentiront la dissonance cognitive liée à leurs anciennes carrières, parce que ce sont des criminels de guerre. Comme je l'ai déjà dit, le correspondant moyen de CNN, du New York Times ou de la BBC sur le terrain, ce sont des criminels. Principalement à Kiev, ce sont des criminels de guerre. Ils devraient être derrière les barreaux en tant que criminels de guerre. Tout comme les personnes qui travaillaient au ministère de la Propagande sous le Dr Goebbels, qui évidemment a échappé à la justice en se suicidant et en emportant ses enfants avec lui. Mais ces types-là, ils ne se suicideront pas. Ce sont des lâches, pour commencer. Et évidemment, ils ont peur d'aller voir la réalité sur laquelle ils ont menti pendant 3 ans et demi. Et vous ne pouvez pas l'expliquer. Encore une fois, il n'y a aucune moralité chez quiconque travaille en politique. Le Telegraph, la BBC, le New York Times, Deutsche Welle,
Ces gens n'ont plus aucune qualité humaine. Ce sont essentiellement des mancurtes, je veux dire, des estomacs sans qualités humaines. Certains d'entre eux ont encore cette peur résiduelle, à juste titre, que s'ils y vont, ils verront tout ce sur quoi ils ont menti. Mais oui, ils sont toujours là, et la réduction de leurs poches se poursuit comme d'habitude. 9 contre-attaques ont été tentées en Ukraine, des restes autour de Krasnoarmeysk, c'est-à-dire Pokrovsk, désormais encerclés. Et la même chose s'est produite à Kupiansk. Tous ont bien sûr été repoussés. Ils se suicident simplement. Et encore une fois, je comprends, le crétin moyen des médias ne connaît pas les mathématiques. Ils ne comprennent pas les maths, ils ne comprennent même pas l'arithmétique d'ailleurs. On ne peut pas leur expliquer. Quand on dit, bon, le ratio de perte est d'environ 1 pour 30, ils sont incapables de comprendre ce qu'on leur dit. Ils ne le comprennent pas, ils n'arrivent pas à se le mettre en tête. Mais les Russes, vous savez, disent, c'est une thèse largement répandue, « Ah, vous vouliez vous battre jusqu'au dernier Ukrainien? Très bien, nous allons exaucer ce souhait. » Oui. Andrei, je ne sais pas si tu as regardé le débat entre Jeffrey Sachs et ce sénateur italien Carlo Palenka. Tu sais, Andrei, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'ils ont essayé d'éliminer, purement et simplement, la question principale du conflit en Ukraine. Parce que Jeffrey Sachs a dit qu'il était là juste après le coup d'État de 2014 et qu'il sait ce qui s'est passé parce qu'on le lui a dit. Les ONG américaines en Ukraine, elles lui ont dit ce qu'elles avaient fait. Tu mens, tu vois? Il ne défend aucun argument. Encore une fois, il faut comprendre que le politicien européen moyen est un dégénéré sans honneur, sans humanité. Ce sont tous des prostituées. Ils sont soit impliqués dans la pédophilie, la drogue, je ne sais pas, peut-être des soirées échangistes, vous voyez. Donc ce sont des dégénérés, la plupart d'entre eux, pas tous, mais la majorité. Et il en va de même pour leurs médias. Nous assistons littéralement à l'implosion, à la décomposition complète de la civilisation. Alors, comment voulez-vous débattre avec un imbécile qui nie les faits? Vous vous souvenez de Mark Twain? Ne discutez jamais avec un idiot. Il vous abaissera à son niveau et vous battra avec son expérience. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas expliquer à un chrétien que oui, voici les ratios, voici le modèle. D'abord, la plupart des généraux américains ne savent pas ce qu'est la véritable guerre. On ne le leur enseigne pas. On leur apprend toutes sortes de bêtises. Regardez simplement qui enseigne la stratégie au Naval War College des États-Unis, par exemple. Sarah Payne. Je veux dire, une femme titulaire d'un diplôme en histoire qui enseigne la stratégie sans aucune expérience de commandement tactique ou opérationnel et sans comprendre comment se fait la planification. Mais voilà. Et c'est bien là tout le problème. Nous avons une dégénérescence complète du système lui-même. C'est comme ces engrenages qui soudain se détachent des axes et commencent à se ronger entre eux et l'on entend ce bruit affreux tandis que le mécanisme se dévore lui-même puis se détruit. C'est exactement ce qui se passe en ce moment, et tout le monde, y compris Dmitri Orlov, le sait. L'effondrement. C'est l'effondrement. C'est ce dont nous avertissons depuis des années, depuis des décennies en réalité. Cela a commencé après 2008, comme Michael Hudson le dit justement. Nous ne sommes jamais sortis de la soi-disant récession. Nous sommes en dépression, maintenue uniquement par les États-Unis qui essayent de consommer tout le reste du monde, y compris l'Europe. Les Européens seront pauvres. Cela se produit en ce moment même. Le ministre allemand de l'économie a déclaré aujourd'hui sur Deutsche Welle que l'Allemagne a perdu en compétitivité. Oh, absolument. Elle a cessé d'être compétitive il y a longtemps, sauf pour les imbéciles qui continuent d'acheter ces voitures allemandes hors de prix, trop sophistiquées et peu fiables. En gros, c'est de la camelote.
Et ouais, ils vendent encore cette merde à une bande d'idiots aux États-Unis qui font du signalement de vertu et achètent des Tesla. Ils croient encore que Starship, qui est une fusée chimique, peut t'emmener sur Mars et ailleurs. Je veux dire, tu peux pas expliquer à ces gens-là la mécanique et la physique de tout ça. Donc quand on en parle, c'est comme, tu sais quoi, je ne sais pas, mec. C'est juste incroyable ce qu'on observe. Voilà, c'est la situation. Et comment veux-tu discuter avec quelqu'un comme ça? Tu peux pas discuter avec un néocon. Ce sont des fanatiques, des gens mentalement limités, hystériques, parce que, évidemment, ils ont rien derrière eux. Ils ne connaissent rien à la guerre. Regarde les Kagan à l'Institut pour l'étude de la guerre. C'est une bande d'imbéciles. Je veux dire, vous savez, quand on regarde tous ces soi-disant experts de la Russie, d'Anatole Lieven et les autres, c'est pathétique. Ces gens sont des ignorants. Ils ont des diplômes, mais comme H.L. Mencken l'a justement dit, ce sont des imbéciles avec des doctorats. Leurs doctorats ne valent rien. Ils connaissent peut-être un fait ou deux, mais ils ne comprennent pas comment les choses fonctionnent à un niveau systémique. On ne leur a jamais vraiment enseigné correctement. On leur a appris des absurdités. Ils ne savent rien du monde extérieur. Et je ne dis pas cela seulement de moi-même. Je cite par exemple Daniel Larison, qui écrit depuis des décennies que les États-Unis n'ont jamais vraiment compris le monde extérieur. Parce que la seule chose que les États-Unis veulent, c'est un certain type de dissident, mentalement et émotionnellement en faillite, comme Solzhenitsyn, qui leur racontera toutes les absurdités qu'ils veulent entendre. Et ils disent « Ah oui, voilà la réalité ». Non, ce n'est pas le cas. Vous pouvez dire que ça ne l'est pas. André, the Belgian defense minister, André, le ministre belge de la Défense, a déclaré que l'OTAN rayerait Moscou de la surface de la Terre si des missiles russes étaient utilisés contre Bruxelles. C'est incroyable. Ils inventent une histoire imaginaire en prétendant que la Russie les attaque. C'est tellement étrange. Puis il est revenu, après toute cette conversation, et a dit que l'OTAN n'était pas en guerre avec la Russie et ne cherchait pas à l'être. Et il affirme que l'OTAN est une alliance défensive, André. Si l'on revient au fondement même de l'OTAN, à l'époque, on la concevait comme une force contre le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie a été créé ensuite, puis ils ont décidé de le dissoudre pour montrer à l'Occident qu'ils ne cherchaient pas la guerre. Et nous voilà, en 2025, en train de parler de l'OTAN. En regardant l'OTAN aujourd'hui, sur le plan militaire et politique, est-ce vraiment une alliance défensive? Are they really a defensive alliance? Non, c'est aussi un programme d'emploi. Ils sont évidemment agressifs, mais ils se souillent rien qu'à l'idée d'avoir affaire à la Russie. Ils ont été exposés et exhibés dans le monde entier comme le tigre de papier qu'ils sont. Sur le plan conventionnel, ce sont des tigres de papier. Et ce ministre de la Défense belge, eh bien, M. Medvedev y a déjà répondu, il l'a traité d'imbécile, ce qu'il est. La plupart des gens à Bruxelles sont des imbéciles. Mais encore une fois, n'oubliez pas ce merveilleux sketch des Monty Python, le championnat du monde des insultes envers les Belges. Je veux dire, M. Medvedev est manifestement un concurrent dans ce championnat. Mon Dieu, on n'imagine pas à quel point les Britanniques étaient doués pour faire des choses aussi drôles. Oui, tu te souviens du championnat du monde pour offenser les Belges? C'est exactement ça. Encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas assez de mots. Ce sont des crétins en gros, tu vois. Ils sont devenus des crétins. Ils ont perdu toute forme d'humanité. Ce sont des gens sans morale. Et en Europe surtout, eh bien, pour l'amour du ciel, oui, bien sûr. Et M. Medvedev le lui a déjà dit. Et encore une fois, les Belges, oui, ils ont organisé une sorte de manifestation récemment. Mais si tu regardes Bruxelles, ce n'est plus une capitale européenne. C'est, tu sais, une zone de charia, des gens venus d'Afrique, des Arabes, toutes sortes de personnes. Donc oui, ce n'est plus une ville européenne.
Alors, ils se détruisent eux-mêmes, et ils continueront à se détruire eux-mêmes, comme je l'ai déjà dit. Et les gens disent « Oh, vous devez éprouver un moment de schadenfreude ». Non, ce n'est pas le cas. Mais les Européens seront pauvres, et beaucoup auront faim. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ce qu'ils voient. Nous avons traversé la même chose. Et en fait, laissez-moi vous dire, l'Union soviétique, dans la Russie proprement dite, à cet égard, était un pays bien mieux éduqué, bien plus cultivé. Et même cela ne l'a pas empêché de s'effondrer, évidemment à cause de ses marges ethniques, et évidemment à cause de ce qui s'y est passé en raison de toutes sortes d'ONG également. Monsieur Jeffrey Sachs faisait partie de ces personnes qui ont en réalité conçu ces réformes économiques, eh bien essentiellement homicides. C'est une bonne chose qu'il ait eu une révélation, qu'il ait changé d'avis, et je l'applaudis évidemment pour ce qu'il dit aujourd'hui. Mais il faisait partie de ces gens de Harvard qui ont imposé cela aux Russes, ce qui a entraîné la mort de 5 à 8 millions de personnes à la suite des soi-disant réformes de Eltsine, qui, en réalité, étaient américaines et européennes. Mais le fait est que c'est ce qui nous attend, et bien pire encore, car ils ne sont pas prêts à y faire face. Aucun d'entre eux ne l'est. Et c'est pour cela que vous avez des gouvernements totalement incompétents. Contrairement à la Russie, même pendant la catastrophe des années 1990, il y avait encore ce pivot, le noyau de ce qu'on appelle les services de renseignement et les militaires, qui ont maintenu le pays uni. Eux, ils n'ont pas ces gens-là. Regardez leurs officiers. Seigneur, c'est tout simplement ridicule. Je veux dire, regardez ce type de la Bundeswehr maintenant. Eh bien, regardez les officiers français. Ce sont pratiquement des clones. Il ne leur manque plus que des nez rouges. Ce sont des imbéciles, des gens sans honneur. Regardez les Français. Il y a quelques années, ces gens du renseignement et de l'armée ont écrit cette lettre disant que le pays était au bord de l'effondrement. Eh bien oui, mais au final, justement hier, il y a eu en Russie une célébration de l'anniversaire du défunt Evgeny Primakov. Il est devenu Premier ministre sous Eltsine pendant seulement 6 mois après l'effondrement de 1998. Et il a réussi à rétablir immédiatement une certaine stabilité dans le pays. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Vladimir Poutine, tout cela, et Evgeny Primakov, il était bien plus qu'un simple Premier ministre. Avant cela, il était le chef du service des renseignements extérieurs de la Russie. C'est très probablement Primakov qui a dit à Eltsine en 1999, avec ce fameux demi-tour, que si les choses continuaient ainsi, Eltsine et sa clique de criminels, ces soi-disant réformateurs libéraux, finiraient comme Ceausescu, tu vois. Et tous ceux qui pensent que, oh oui, Eltsine a nommé Poutine, non. Les gens ont simplement placé Poutine comme leur successeur. Et vous connaissez la suite de l'histoire. L'Europe n'a personne comme ça. Elle n'a pas d'organisation. Elle n'a pas d'armée qui conserve l'honneur et un véritable, vous savez, attachement à leur pays. Et par conséquent, l'Europe est finie. C'en est terminé pour l'Europe. Il n'y aura donc personne pour brandir l'étendard de, vous savez quoi, la contre-révolution, si vous voulez. Personne. Zéro. Et c'est ce que je dis. Oui, le maximum de courage qu'ils ont montré, c'est ce qu'ont fait ces généraux français, en écrivant quelque chose du genre « Oh oui, nous sommes sur le point de nous effondrer ». Très bien. Et devinez quoi? Ils ont été tournés en ridicule dans les médias français. On ne peut pas expliquer à Morin qu'il est Morin, parce qu'il est Morin. Bon débarras. André, en regardant les médias iraniens aujourd'hui, le président du Parlement en Iran a vivement critiqué l'ancien président et son ministre des Affaires étrangères pour leurs commentaires contre la relation entre la Russie et l'Iran. Il a déclaré
Cela ne vous concerne pas. Vous n'êtes plus au pouvoir pour en parler. L'Iran a décidé d'établir un partenariat stratégique avec la Russie. La direction iranienne a pris cette décision et tout gouvernement qui arrivera au pouvoir la suivra. Et en regardant la situation, car nous savons que ce qui se passe en Asie centrale est toujours une source de préoccupation pour l'Iran et la Russie, et même pour la Chine, puisque les États-Unis y sont toujours présents. Comment voyez-vous la situation entre ces deux pays? Pensez-vous que ces deux pays commencent à comprendre la réalité de la politique étrangère américaine? Est-ce pour cette raison qu'ils ont décidé de se rapprocher afin d'équilibrer la situation dans la région d'une manière qui leur soit favorable et leur profite? Parlez-vous de l'Iran et des États-Unis? L'Iran et la Russie. L'Iran et la Russie comprennent désormais mieux comment contrer, comment s'opposer aux politiques des États-Unis dans la région. Oh, absolument. Quiconque en Iran croit encore que les États-Unis veulent venir en Iran pour y instaurer la démocratie, j'ai un pont à lui vendre, y compris les dirigeants politiques là-bas, qui pensent encore ainsi. On ne peut pas réparer ça. Comme je l'ai déjà dit, le soi-disant libéral pro-occidental moyen, où qu'il soit dans le monde, est un imbécile. Je veux dire, il croit à tous ces contes de fées. C'est soit un imbécile, soit un corrompu, tu vois. Mais oui, l'Iran et la Russie sont en réalité des alliés naturels dans leur région. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et le fait est, comme je l'ai déjà mentionné, qu'il y a quelques jours à peine, soudainement, l'Azerbaïdjan a dit « Oh oui, nous voulons cette ligne de train, construisons-la ». Genre, d'accord, quel changement d'humeur, mec. Donc, oui, c'est un carrefour naturel de transport, et évidemment, un centre énergétique. Oui, la survie de l'Iran en tant que nation indépendante, avec sa propre culture, ses propres, vous savez, tous les avantages et inconvénients qui accompagnent toute nation, doit être liée à la Russie en ce moment. La Chine joue évidemment un rôle énorme là-dedans. Mais oui, la prospérité de l'Iran ne se trouve pas à l'ouest. Ceux qui ne comprennent pas cela, je ne sais pas, c'est leur problème. L'avenir de l'Iran est absolument avec les BRICS. Et encore une fois, à en juger par ce que les Russes et les Iraniens font en matière de sécurité. Eh bien, nous ne savons pas tout. Beaucoup de choses relèvent de la spéculation ou de l'hypothèse. Mais il est évident que la puissance militaire de la Russie est essentielle pour soutenir l'Iran, au cas où Israël, ce qui se reproduira, déciderait à nouveau d'agir contre lui. Mais je veux dire, le problème, évidemment, c'est ce qui nous ramène immédiatement aux États-Unis. Il y a très peu de choses que les États-Unis puissent offrir à Israël, par exemple. Sauf si les États-Unis décident de bombarder l'Iran. D'accord, oui, essayez. Voyez ce qui va se passer, vous savez. Voilà ce qui est en jeu ici. Et oui, en Asie centrale, toutes sortes de gens essayent de semer toutes sortes de troubles, comme avec le Pakistan, qui est essentiellement, vous savez, la zone tampon des États-Unis, avec la situation en Afghanistan et tout le reste. Donc, c'est très compliqué. Je n'ai accès à aucune information confidentielle sur la région. Mais la Russie y agit, l'Iran y agit, et il existe une certaine coordination pour pacifier la zone, pour pacifier la région. Parce qu'André, après tout, quand on regarde la paix, ou tu sais, le cessez-le-feu, au Moyen-Orient, c'est tellement fragile. Donald Trump dit « Oh, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de cessez-le-feu. » Je veux dire, tout ça, c'est de la com, tu sais. André, la dernière fois qu'ils ont attaqué le Liban, ils ont attaqué le Hezbollah. Tu te souviens, dans le sud du Liban, ils sont allés combattre le Hezbollah sur le terrain après la décapitation, après l'assassinat de la direction du Hezbollah. Ensuite, ils sont venus demander aux États-Unis d'organiser une sorte de cessez-le-feu. En ce moment, Tom Brock, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie,
affirme qu'Israël peut désarmer le Hezbollah par la force. Comment est-ce possible? S'ils ont combattu le Hezbollah sur le terrain dans le sud du Liban, comment peuvent-ils le désarmer? Tout envoyé américain en Israël ou dans la région est par définition un sioniste chrétien mielleux et un néoconservateur, comme la plupart des hauts responsables politiques et militaires américains. Ils ne comprennent pas la guerre, ils ne comprennent pas l'art de la guerre. Et puis bien sûr, quand on ajoute le facteur de la Russie et du gouvernement syrien soudainement impliqués, mon Dieu, qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Souvenez-vous, comme Larry Johnson l'a justement dit, il débouchait les bouteilles de champagne. Je veux dire, la CIA soutient habituellement le terrorisme. C'est ce qu'elle fait. Quand le gouvernement syrien, vous savez, le gouvernement Assad, avait été renversé et tout le reste, ils s'attendaient à ce que les bases russes disparaissent aussi. Mais non, en réalité, ils veulent une présence militaire russe encore plus importante en Syrie. Voilà. Tu te souviens que seul celui qui aime est vraiment celui qui aime. Et les Russes, rien jusqu'à la banque, car désormais le gouvernement syrien leur demande non seulement de maintenir les bases de Khmeimim et de Tartus, mais aussi de stationner des troupes et de la police militaire russe à la frontière avec Israël et sur le plateau du Golan. Incroyable. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Eh bien, les Russes, bien sûr, ont posé toutes sortes d'autres conditions. Évidemment, y compris la sécurité des Alaouites, des chrétiens et d'autres groupes en Syrie. Mais que veux-tu que je te dise? Je veux dire, si Israël pense être une grande puissance militaire, ce n'est pas le cas. L'Iran, encore une fois, en 12 jours, l'Iran les a tout simplement démolis. C'est pourquoi toute forme d'imagerie reste encore si fortement censurée. Nous recevons encore ces informations d'Israël. Ils étaient complètement dévastés. Ils ont supplié les États-Unis d'aider à mettre fin à cela. La prochaine fois, si les coups reviennent, ils ne seront pas seulement battus à mort, ils seront morts, tu vois. Et c'est ce qui se passe. C'est la dynamique. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit, eh bien, c'est en quelque sorte ma carrière, tu sais. Seule la guerre décide de tout, d'accord? Nous ne pouvons rien faire contre notre nature d'espèce biologique, d'accord? L'instinct de combativité, tu vois? Même Einstein et Freud ont eu ce genre d'échange, une correspondance pour ainsi dire, des lettres entre eux, parlant de l'instinct de combativité. Puis, Bronislaw Malinowski, le grand psychologue et anthropologue polonais, en a parlé lui aussi. Il a écrit sur la façon dont nous portons en nous cet instinct de stagnation, qui vient évidemment, eh bien, de l'évolution, la survie du plus apte. Mais aux États-Unis aujourd'hui et en Israël, on en voit les formes les plus extrêmes, car il existe toutes sortes d'explications à ce phénomène. Il faut comprendre qu'il s'agit de personnes qui ne peuvent pas accepter le fait qu'elles ne sont pas très douées pour la guerre. Les États-Unis et Israël n'ont jamais été bons en matière de guerre. Le fait qu'Israël ait battu, pardonnez-moi l'expression, les Arabes, était principalement dû aux Juifs soviétiques qui avaient traversé la Seconde Guerre mondiale et fréquenté les académies militaires soviétiques, les types les plus coriaces qu'on puisse trouver. Et puis, bien sûr, ils ont émigré en Israël, vers leurs terres dites historiques. Oui, tu as ces types qui sont partis, et tu peux imaginer l'expérience militaire qu'ils apportaient avec eux. Ce n'est pas ce qu'est Israël aujourd'hui. Ce qu'est Israël maintenant, c'est une toute autre histoire. Tu as une bande de, eh bien, tu sais, des gens dont tout le monde entend parler depuis les années 2000. C'est essentiellement une sorte de force de gendarmerie avec du matériel lourd. La seule chose qu'ils ont vraiment, c'est genre, ah oui, nous avons une force aérienne. Bien sûr que vous avez une force aérienne. C'est facile de combattre quelqu'un qui ne peut pas riposter, en gros. Mais le Hezbollah les a humiliés en 2006 au Litanie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont d'autre, les États-Unis? C'est la seule chose.
Mais qu'est-ce que sont les États-Unis? Conventionnellement, c'est un tigre de papier. Ils ne peuvent pas mener une vraie guerre en Europe. D'abord, ils ne seront pas autorisés à déployer réellement quelque troupe que ce soit, car ils seraient anéantis avant même d'y arriver. Donc c'est ça, la vraie guerre. Pas toute cette foutaise appelée la guerre mondiale contre le terrorisme, qui est le titre le plus stupide qui soit. On ne peut pas combattre le terrorisme. Il faut combattre les terroristes. Les vrais, pas ces opérations sous faux drapeau ou quoi que ce soit d'autre. Et donc, en conséquence, oui, il y a ces deux types. Ils sont liés comme les doigts de la main. Les États-Unis sont contrôlés par Israël. Le Congrès américain est complètement acheté, totalement corrompu. Il n'y a donc pas de véritable Congrès américain. C'est en gros la Knesset 2.0 à Washington, D.C. C'est tout ce qu'ils ont. Et Trump est complètement sous leur coupe. C'est probablement un agent israélien, en gros. Donc quand on y regarde de plus près, surtout Ivanka, qui est mariée au type dont tout le monde parlait, lui c'est carrément un agent du Mossad, tu vois. Donc on a cette situation, qui s'en occupe comme ils veulent. Le problème, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, et on en a parlé 1 million de fois, c'est que s'ils décident encore de faire quelque chose à ce sujet, cette fois, l'Iran sera bien mieux préparé. Ils ont déjà éliminé à peu près la plupart de leur 5e colonne, c'est-à-dire les groupes de sabotage et terroristes agissant dans l'intérêt d'Israël. Cette fois, beaucoup plus de choses voleront vers Israël, et ils n'auront littéralement rien pour les arrêter. Mais le fait est que, comme nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, nous avons la confirmation de la présence des Su-35 et des MiG-29 SMT. Des gens les ont vus voler au-dessus de Téhéran et tout cela. Du nouveau matériel est en train d'être livré. Nous ne savons pas de quoi il s'agit, nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. C'est un sujet très fermé. Mais je veux dire, si quelqu'un en Iran pense encore avoir un avenir avec l'Occident, j'ai des nouvelles pour lui. Il peut pratiquer le satanisme en quittant l'Iran et en allant vivre en Europe s'il le souhaite. Cela lui irait très bien. Non, Andrei, je peux affirmer que ces jours sont révolus pour ceux qui disaient pouvoir trouver un avenir meilleur. Tu sais, avec l'Occident. C'est fini, c'est fini. La stratégie du gouvernement iranien, de la direction iranienne, a changé radicalement. Je n'ai jamais vu un tel revirement. Il était temps, oui. Exactement. Comme je l'ai déjà dit, l'avenir de l'Iran, économique, culturel et autres, se trouve évidemment du côté des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui évolue progressivement vers un bloc militaire au sens défensif du terme. De toute évidence, les Russes n'y établiront pas de base, car l'Iran ne le permettrait de toute façon pas. Mais la Russie sera ravie de fournir à l'Iran tout ce dont il a besoin pour se défendre et pour s'intégrer. Notamment l'intégration, par exemple, de la défense aérienne iranienne avec la défense aérienne russe. Cela pourrait constituer une étape très importante. Et je crois que c'est en train de se faire, à l'heure où nous parlons. C'est un large éventail d'activités, et sur le plan économique, les deux pays peuvent beaucoup s'apporter mutuellement. Et encore une fois, le changement soudain en Azerbaïdjan, du genre « oui, faisons-le », alors qu'avant c'était plutôt « oh oui, remettons ça à plus tard ». Plus maintenant. Je me demande ce qui a poussé Aliyev et d'autres en Azerbaïdjan à revoir leur position. Ils détestaient la Russie il y a encore quelques mois. Les Russes étaient détestés partout en Azerbaïdjan. Eh bien voilà, étrange monde dans lequel nous vivons. Oui. Andrei, avant de conclure cette session, nous avons appris de Maria Zakharova, lors de son point de presse, que la Russie est en contact avec les autorités vénézuéliennes et prête à répondre de manière appropriée à leurs appels, en tenant compte des menaces auxquelles elles sont confrontées.
Et l'autre information que nous avons apprise hier ou avant-hier est que le groupe Wagner se trouve au Venezuela. Wagner Group is in Venezuela and No, there's no Wagner group. No? No, there's no, Wagner doesn't exist. Non, il n'y a pas de groupe Wagner. Wagner n'existe pas. Il n'existe plus du tout. Il a disparu. Il a disparu depuis la trahison de Prigojine et de tous ces agents du MI6 et de la CIA qui faisaient partie de ce groupe. Donc ils ont eu ce qu'ils méritaient. Non, il n'y a pas de groupe Wagner. Les gens disent « Ah oui, ces avions qui transportaient le groupe Wagner. » Oui, c'est possible. D'accord, parce qu'ils ont les numéros RA, aviation russe, de l'armée de l'air IL-76, correspondant à ceux qui servaient autrefois à les transporter. Bien sûr, cela signifie qu'il existe un commandement africain en Russie, dirigé par nul autre que M. Sourovikine. C'est précisément ce commandement qui a chassé les Français. Armageddon, hein? Oui, Monsieur Armageddon. Voilà, ce sont des troupes russes régulières. Elles ont chassé les Français du Sahel. They kicked French out of Sahel. That is why Macron is, just going bananas. C'est pour ça que Macron, tu vois, devient complètement dingue. Quel perdant. But it's not just Et donc, ce n'est pas seulement une question de personnes. On ne sait pas ce que ces avions transportent. Ont-ils des bastions? Je ne pense pas que le Venezuela en ait. Parce que si c'était le cas, mais encore une fois, le Venezuela dispose d'une flotte assez moderne, toujours à la pointe, de chasseurs de génération 4+, au moins 21, Su-30 Mk2. Je ne sais pas s'ils ont leur... Enfin, je crois qu'ils le peuvent. Et ils peuvent lancer des missiles de type Yakont ou même des missiles Onyx, de la même manière que les Su-30 MKI indiens peuvent lancer des missiles BrahMos. Il faut comprendre de quoi on parle soudainement ici. Est-ce que cela pourrait être là-bas? Si c'est le cas, c'est une menace terrible pour tout bâtiment de surface de la marine américaine dans la région. horrendous threat to any surface combatant of the US Navy which is in the area. Because, and again, those are fairly modern. Parce que, encore une fois, ce sont des avions assez modernes. Ce ne sont pas des MiG-29A des années 1980, ni des Su-27. Le Venezuela dispose d'au moins un régiment de Su-30 Mk2. Et je suis presque sûr que les États-Unis adoreraient les traquer lorsqu'ils sont au sol. Mais encore une fois, une opération terrestre militaire au Venezuela. Vraiment? C'est bien pire que le Vietnam. Mais bonne chance, vous savez, pour y être déployé. Et qui sait? Je ne suis pas en position de discuter de quoi que ce soit concernant le Venezuela. Je n'en sais rien. Mais ce garçon, Marco Rubio, ce garçon de course pour Myriam Adelson, c'est un avocat. Il ne connaît rien à la guerre réelle. Et s'il pense que les marines américains s'en sortiront bien, qui sait? Mais oui, c'est un pays de plus de 30 millions d'habitants, dans les jungles les plus denses d'Amérique du Sud. Et bon sang, c'est vraiment pas un endroit où il fait bon être. Good Lord, not a good place to be. Merci beaucoup, André, d'être avec nous aujourd'hui. Thank you so Un grand much plaisir, for comme being with us toujours. today. Tout le plaisir Great est pour pleasure, moi. as always. Quand vous voulez. My pleasure. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.